Le 28 octobre 2025. Le ciel au-dessus de la zone nord de Rio est encore sombre, mais un bruit déchire le silence de l'aube, le son des hélicoptères. Il est 6 heures du matin. Le soleil commence à peine à éclairer les favelas du Complexo do Alemão et de la Penha. C'est le signal. 2500 agents des polices civiles et militaires s'engouffrent dans les ruelles. Ils sont appuyés par 32 véhicules blindés et 2 hélicoptères de combat. Une démonstration de force sans précédent. L'objectif officiel semble simple, exécuter 69 mandats d'arrêt visant des membres du Commando Vermelho, la plus ancienne faction criminelle de la ville. Mais la disproportion des moyens engagés raconte une autre histoire. Ce qui se prépare n'est pas une simple intervention policière. Cette opération, baptisée Condamnation, est sur le point de devenir l'une des plus vastes et des plus meurtrières jamais enregistrées dans l'histoire du pays. Les rues, les maisons, les vies, tout allait basculer. Ce jour-là, Rio allait s'arrêter de respirer. Le jour n'est pas encore levé sur la ville quand, peu après 6h15, le premier coup de feu déchire le silence. La lueur de l'aube est encore faible lorsque les détonations brisent la quiétude des communautés. Le son sec et rythmé des fusils d'assaut se répercute entre les ruelles, faisant trembler le sol et vibrer les fenêtres. En quelques secondes, le quotidien est englouti par la panique. Les habitants sont tirés de leur sommeil par un bruit de guerre. Certains se jettent au sol, d'autres cherchent un abri sous leur lit. Des mères crient pour retrouver leurs enfants, tandis que les plus âgés se réfugient derrière des meubles ou de minces cloisons, dérisoires, face aux balles de gros calibre. Dans le ciel, des hélicoptères survolent les maisons de tôle à basse altitude, projetant des ombres fugaces. Le vrombissement des pales se mêle au fracas des armes automatiques, créant une symphonie de peur. Au sol, des véhicules blindés avancent lentement, écrasant les barricades improvisées et arrachant les câbles électriques. Des soldats et des policiers courent dans les passages étroits, le fusil à la main, le regard fixé droit devant. Au loin, les sirènes hurlent. L'air s'emplit de poussière, de poudre et de cris. C'est le portrait brutal d'une ville qui s'éveille en état de siège. En quelques heures, l'opération, officiellement présentée comme une action stratégique pour reprendre des territoires, se transforme en un véritable champ de bataille. Les explosions et les tirs continus résonnent sans pause. Sur les téléphones, les messages des habitants décrivent des scènes de désespoir. Des corps gisant sur les trottoirs, des maisons envahies, des enfants piégés dans les écoles. La ligne entre l'opération de police et le chaos total devient impossible à tracer. L'offensive, décrite par le gouvernement comme la plus importante de la décennie, mobilise des centaines d'agents avec le soutien logistique des forces armées. Plusieurs communautés sont encerclées simultanément. Penha, Alemão, Maré, Manguinhos. L'objectif est d'asphyxier les routes de fuite du Commando Vermelho. Mais sur le terrain, le scénario ressemble moins à une action de police qu'à une intervention militaire en pleine zone urbaine. Quand le soleil se couche enfin, le bilan est dévastateur. Selon le gouvernement de l'État, 121 personnes sont mortes, 117 classées comme suspectes et 4 policiers. Mais le bureau du défenseur public présente un chiffre encore plus alarmant. 132 morts, dont 128 seraient des civils. Ces données contradictoires ne font qu'aggraver la tension, soulevant des questions sur la conduite de l'opération et la transparence des enquêtes. Pour saisir l'ampleur de la tragédie, il faut comparer. Le nombre de morts de cette seule journée est plus de 2 fois supérieur à celui du massacre de Jacarezinho en 2021, l'épisode le plus sanglant de l'histoire de Rio de Janeiro jusqu'alors, avec 28 morts. Il dépasse également le massacre de Carandiru en 1992, à São Paulo, où 111 détenus avaient été exécutés à l'intérieur d'un pénitencier. C'était un sombre jalon, sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire du pays, une opération de police se révélait plus meurtrière qu'un carnage en prison. Un fait qui, pour beaucoup, symbolisait l'effondrement de tout un modèle de sécurité publique. Dans le silence avant l'aube, la ville retient son souffle. Une force sans précédent est sur le point de s'abattre sur les communautés de Rio. Pour certains, c'est l'effondrement d'un modèle de sécurité. Pour d'autres, le prix inévitable à payer dans la lutte contre le crime. Officiellement, l'opération Contingence est le fruit de 60 jours de planification intense, soutenue par une année d'enquête rigoureuse. Le gouvernement l'affirme, l'objectif est de démanteler le cœur opérationnel du Commando Vermelho. La faction, affaiblie par des opérations passées, étendait à nouveau son emprise sur les quartiers du Grand Rio, reprenant le contrôle du trafic, de l'extorsion et de sa logistique armée. L'opération est donc présentée comme un coup décisif, une restauration de l'autorité de l'État.
Mais la réalité du terrain sera bien différente. Les moyens déployés sont ceux d'une véritable incursion militaire. Des drones équipés de caméras thermiques survolent les favelas. Des blindés de démolition ouvrent des brèches dans les ruelles étroites. Des ambulances et des escadrons tactiques se tiennent prêts, tandis que l'arsenal comprend des fusils de précision, des grenades et des armes lourdes. C'est l'une des plus grandes mobilisations jamais enregistrées pour une action de sécurité publique. Pourtant, dans les heures qui suivent, une révélation va faire voler en éclats le discours officiel. L'opération a fuité. Aux alentours d'1 h du matin, des interceptions menées par les services de renseignement de la police le confirment. Les chefs du commando Vermelho sont déjà au courant de l'offensive. Des messages audio et des appels montrent l'alerte circulant en temps réel. 2 leaders de la faction, localisés dans un autre État, préviennent leurs alliés à Rio. Ça arrive, et c'est du lourd. Le général sait déjà. Renforcez les points. L'information est dévastatrice. L'effet de surprise, fondamental pour le succès d'une telle mission, vient de s'évaporer. Malgré la fuite, et pour des raisons qui ne seront jamais totalement éclaircies, l'opération est maintenue sans modification. Le résultat est une cascade d'affrontements qui embrase plusieurs zones de la capitale. Des centaines de fusillades éclatent simultanément, des témoignages d'exécutions sommaires affluent, des maisons sont envahies. Des communautés entières se retrouvent assiégées, prises sous des tirs croisés. Les rues se transforment en tranchées, les écoles et les centres de santé ferment leurs portes. Des familles passent des heures cachées, attendant le retour du silence. Parmi les morts, on compte 4 policiers. Pour le gouvernement, ils symbolisent le sacrifice au nom de la loi. Pour leur famille, ils représentent la douleur irréparable de la perte. Rodrigo Veloso Cabral, 34 ans, avait rejoint les forces de l'ordre 40 jours plus tôt. Clayton Seraphim, marié et père d'une fillette, est touché lors d'un affrontement. Reber Fonseca, un vétéran, meurt en tentant de secourir un collègue blessé. Le 4e militaire ne sera pas identifié avant la clôture des rapports officiels. Leur sacrifice laissera des familles brisées. De l'autre côté, alors que le jour se lève sur le Complexo da Penha, ce sont les habitants eux-mêmes qui commencent à ramasser les corps dispersés dans la forêt et sur les chemins. Plus de 60 corps sont transportés à l'aide de charrettes, de motos et de véhicules improvisés jusqu'à la place Saint-Lucas, où les familles attendent dans le désespoir. Il n'y a ni pompiers, ni ambulance, ni aucune présence de l'État. La scène est celle d'un abandon absolu. Les corps s'alignent sur le sol, recouverts de simples bâches, tandis que l'odeur de la poudre flotte encore dans l'air. Le chaos règne dans les rues. Dans le ciel de Rio, les dernières lueurs du jour s'effacent, mais la nuit ne sera pas obscure. Une lueur orange et malsaine commence à pulser à l'horizon. C'est le signal que le chaos est en marche. La riposte du commando Vermelho ne se fait pas attendre. En quelques heures, la ville bascule dans un climat de terreur. Des bus s'embrasent aux 4 coins de la capitale. Des barrages armés surgissent sur la voie express, tandis que le son des tirs résonne sur l'Avenida Brasil, l'une des artères vitales de Rio. Les flammes montent haut, projetant sur les façades des ombres dansantes et sinistres. Près de Manguinhos, un camion de marchandises est détourné, transformé en barricade contre l'avancée de la police. Sur les voies rapides, des automobilistes abandonnent leurs véhicules et s'enfuient à pied alors que les sirènes hurlent de toutes parts. Les grands axes de Rio deviennent des couloirs de panique. En quelques minutes, la peur a tout paralysé. Dans les zones nord et ouest, les stations-service ferment leurs portes, les lignes de bus sont suspendues et les commerces abaissent leurs rideaux de fer dans la précipitation. Le sentiment d'insécurité se propage des rues jusqu'à l'intérieur des foyers. Plus personne n'est à l'abri. Le trafic est à l'arrêt complet. Au-dessus, des hélicoptères survolent la ville, cherchant des suspects dans le dédale des rues. Le crépitement des flammes se mêle aux cris des habitants. Les écoles ferment, les services publics sont interrompus, l'université fédérale annonce l'annulation des cours du soir, faute de sécurité pour ses étudiants et son personnel. La ville semble au bord du collapsus. Les lignes de métro et de train fonctionnent au ralenti, piégeant des milliers de personnes dans les gares, sans transport et sans information. Les sirènes, les explosions, le feu. La nuit prend des airs d'apocalypse. C'était comme si Rio revivait le début d'une guerre civile, une bataille ouverte entre l'État et le crime, sous les yeux d'une population qui ne savait plus d'où viendrait le prochain coup. Sur les murs des favelas de Rio, le sang dessine un motif qui se répète. La violence n'est pas un accident. C'est une maladie chronique, ancrée dans les fondations mêmes de la ville et de son pouvoir.
Décennie après décennie, le même drame se rejoue. Seuls les visages changent, les justifications évoluent. Mais le résultat reste identique. Des morts, l'impunité et un silence pesant. Entre 2007 et 2021, plus de 17 000 opérations de police ont été déployées dans les favelas de la région métropolitaine. Environ 600 de ces raids se sont soldés par ce que l'on nomme ici des chacinats, des massacres où au moins 3 personnes perdent la vie. Ces chiffres ne montrent pas seulement l'ampleur de la violence, ils révèlent comment la létalité est devenue une méthode de maintien de l'ordre acceptée, et chaque décennie a son propre rituel macabre. 1993, Vigario Géral, 21 morts, exécutés par des policiers militaires en représailles. Le pays est sous le choc. 2005, Béchada Fluminense, 29 personnes abattues dans une série d'exécutions menées par des policiers hors service. 2007, Complexo do Alemão, 19 morts, juste avant les Jeux panaméricains, lors d'une des plus grandes opérations jamais vues jusqu'alors. 2021, Jacarezinho, 29 victimes, dont des civils. L'opération soulève une vague de critiques internationales sur l'usage excessif de la force. 2022, Villa Cruzeiro, 25 morts, encore une action conjointe entre police et forces spéciales. Puis 2025, dans les Complexo do Alemão et da Penha, 120 morts, un chiffre qui pulvérise tous les précédents et redéfinit les limites de l'horreur. Rio de Janeiro semble condamné à revivre sa propre histoire, chaque massacre n'étant qu'un nouveau chapitre d'une tragédie sans fin. Une trace de sang gravée sur les murs, dans les statistiques officielles et dans la mémoire des survivants. Dans cette guerre, l'un des acteurs principaux est le Commando Vermelho, le commandement rouge. Né à la fin des années 70 dans l'enfer des prisons, ce groupe criminel est le plus ancien et le plus influent du pays. Et paradoxalement, il n'a jamais été aussi puissant. Dans les rues de Rio, une guerre sans fin se joue contre le crime organisé. Et pourtant, l'ennemi n'a jamais semblé aussi puissant. Ce pouvoir porte un nom, le Commando Vermelho. Il est né dans les prisons surpeuplées de la dictature militaire, d'une alliance improbable entre détenus politiques et criminels de droit commun. Au fil des décennies, cette confrérie de prisonniers s'est muée en une structure complexe, avec sa propre hiérarchie, ses codes de conduite et une influence qui s'étend désormais à tout le pays. Les chiffres récents racontent une histoire de reconquête. Entre 2022 et 2023, le groupe a étendu son emprise territoriale de plus de 8%. Il a inversé les pertes subies les années précédentes, reprenant plus de la moitié des zones contrôlées par des groupes armés dans la région de Rio. Aujourd'hui, près de 52% du territoire aux mains du crime organisé est sous l'influence directe du Commando Vermelho. Une suprématie qui confirme sa capacité à renaître de ses cendres. Cette expansion s'explique par une combinaison de facteurs. La fragilité des unités de police pacificatrices, les fameuses UPP, a laissé un vide. Les guerres intestines entre milices rivales ont affaibli ses concurrents, et des alliances stratégiques avec des factions d'autres États ont renforcé ses rangs. Le résultat est une puissance armée qui non seulement survit aux offensives de l'État, mais qui se réorganise après chaque assaut, pour revenir encore plus forte. Même la massive Opération Tension, malgré son bilan sanglant, n'a pas réussi à décapiter le réseau. Ses principaux chefs ont échappé au piège. La cible prioritaire des autorités, Edgar Alves, surnommé Doca, s'est volatilisée. Les rapports des services de renseignement décrivent une scène de guerre. Plus de 70 hommes lourdement armés auraient ouvert une brèche en plein affrontement, lui frayant un chemin. Doca a disparu dans les zones boisées entre Penha et Duc de Caxias. Depuis, il reste introuvable. Le gouvernement a réagi en offrant une récompense de 100 000 reais, une somme record. Mais l'argent n'a pas délié les langues. La localisation de Doca reste un mystère, alimentant un sentiment amer. Malgré le sang versé, la structure du Commando Vermelho semble toujours intacte. La guerre est loin d'être terminée. Au lendemain de l'opération, 2 récits s'affrontent. D'un côté, la version officielle, de l'autre, le choc des images et des témoignages. Face aux caméras, le gouverneur Claudio Castro défend l'intervention. Il la décrit comme une action planifiée, nécessaire pour déstabiliser le crime organisé.
Dans son communiqué, il salue le professionnalisme des forces de l'ordre et présente le bilan comme une étape décisive. Pour le gouvernement, l'autorité de l'État était restaurée, une réponse dure mais inévitable face à l'avancée du commando Vermelho. Mais très vite, une autre voix s'élève, celle des organisations de défense des droits de l'homme. Elle dénonce ce qu'elle qualifie de tuerie organisée par l'État lui-même. Human Rights Watch parle d'une tragédie sans précédent dans l'histoire récente du Brésil, soulignant la disproportion entre le nombre de civils tués et de policiers blessés. Les Nations Unies se disent horrifiées par le massacre et exigent une enquête indépendante. La presse étrangère relaie l'onde de choc, décrivant Rio de Janeiro comme une ville en guerre sur son propre territoire. Pourtant, un tel déchaînement de violence n'aurait pas dû avoir lieu. L'opération s'est déroulée 6 mois seulement après que la Cour suprême a levé les restrictions sur les interventions policières dans les favelas mises en place durant la pandémie. La décision initiale reconnaissait que ces actions violaient les droits constitutionnels, exposant les habitants à la mort et à une terreur quotidienne. Mais la Cour a finalement autorisé le gouvernement à reprendre le contrôle des territoires dominés par le crime. La justification légale était technique. Le résultat, lui, fut dévastateur. Entre l'État et la favela, la fracture demeure. D'un côté, la promesse de la sécurité, de l'autre, l'expérience quotidienne de la peur. L'opération, surnommée « Contention », a ravivé un débat aussi ancien que la ville elle-même, celui d'un modèle sécuritaire qui, pour protéger, continue de tuer. Le bruit des armes s'est tu, mais la tension reste palpable dans les ruelles. Une opération de plus vient de s'achever, ravivant un débat douloureux sur la sécurité publique au Brésil. Le modèle est toujours le même, des raids armés et des confrontations directes au cœur des quartiers. Pour des experts comme le sociologue Luiz Flávio Sapori, les chiffres sont ceux d'une guerre. Or, une guerre ne se gagne pas par des massacres, mais avec du renseignement. Appliquer cette logique de guerre dans des zones urbaines denses mène à une impasse. L'État cherche à affaiblir les factions criminelles, mais chaque opération semble surtout détruire le tissu social, renforçant le sentiment d'abandon au sein des communautés. Les habitants se retrouvent pris au piège entre la violence des gangs et celle des forces de l'ordre. Le chercheur Daniel Hirata parle d'une tragédie sans précédent, l'opération la plus meurtrière de l'histoire de Rio. Il ne s'agit plus de contenir la violence, c'est un effondrement. Ces opérations à grande échelle créent un choc initial. Elles désorganisent temporairement le crime, mais leurs effets sont rarement durables. Une fois la poussière retombée, les factions se restructurent, étendant souvent leur pouvoir dans des zones moins surveillées. Le cycle de la violence ne faisait que se renforcer. Le professeur Claudio Edward résume la fracture. D'un côté, l'argument d'une action ferme jugée nécessaire. De l'autre, l'alerte sur le coût humain et social de ces stratégies. Au centre de cette discussion, une question fondamentale reste sans réponse. Quel est le véritable objectif de cette politique de sécurité ? Éliminer des ennemis ou reconstruire des territoires? Dans les rues du Brésil, une tension sourde persiste, un dilemme qui déchire le pays depuis des décennies. D'un côté, le désir légitime de sécurité, l'aspiration à des rues tranquilles où l'État garantit l'ordre et la paix. De l'autre, la persistance de méthodes qui, au lieu de protéger, multiplient la peur et fauchent des vies. L'opération Contention de 2025 n'est pas un cas isolé. C'est un chapitre de plus dans une histoire qui se répète avec de nouveaux noms et les mêmes justifications tragiques. Chaque raid policier est présenté comme une étape décisive vers la stabilité, un acte de courage de l'État face au crime. Les communiqués de presse parlent de récupérer des territoires, d'affronter le mal. Mais à la fin, le bilan est toujours le même, des dizaines de morts, des familles détruites et des communautés plongées dans le deuil. Le cycle ne fait que recommencer, et la paix annoncée n'arrive jamais. Les victimes sont presque toujours les civils pris entre deux feux, ceux qui travaillent, étudient et tentent de survivre dans des territoires oubliés par les pouvoirs publics. Cette population, qui souffre déjà de l'absence de l'État dans les domaines essentiels, voit sa présence se manifester quasi exclusivement par la confrontation armée.
Le bruit des hélicoptères et le crépitement des tirs remplacent le silence d'une nuit ordinaire. Pour les critiques de cette politique sécuritaire, la prétendue guerre contre la drogue s'est transformée en une politique d'extermination non déclarée, visant les périphéries urbaines et les populations noires. Un modèle qui ne cherche pas à résoudre le problème, mais à le contenir dans des limites géographiques et sociales. Les défenseurs de ces actions rétorquent que l'État ne peut reculer face à la puissance croissante des factions criminelles. L'inaction, disent-ils, serait interprétée comme une faiblesse. Pourtant, au-delà des désaccords, les deux camps semblent converger sur un point essentiel. Le modèle actuel est à bout de souffle. La situation est devenue intenable et personne ne sait comment en sortir. Dans le silence qui suit les détonations, la poussière retombe lentement sur les ruelles. Une accalmie trompeuse s'installe, lourde de tout ce qui vient de se passer et de tout ce qui est sur le point de se répéter. Cette confrontation permanente révèle un épuisement qui dépasse les statistiques. Les résultats sont dévastateurs, les avancées concrètes quasi inexistantes. Le schéma est immuable. Les forces de sécurité entrent dans les favelas avec blindés et hélicoptères. Les trafiquants se replient, attendent, puis reviennent occuper l'espace laissé vacant. Entre les murs des baraques, la peur s'installe à nouveau et le cycle recommence. Pourtant, sur le papier, les solutions existent. On parle de prévention, de renseignement policier, d'éducation de base et de création d'emplois. Des projets pour renforcer les liens communautaires et réduire, sur le long terme, la dépendance à la seule réponse armée. Mais ces solutions restent trop souvent dans le champ des idées. Elles sont piégées dans des discours politiques, des promesses qui se matérialisent rarement sur le terrain. L'opération Contention 2025 est donc bien plus qu'une tragédie ou une simple chasse à l'homme. Elle est un miroir, le reflet d'un modèle de sécurité que le pays s'obstine à maintenir. Elle expose les choix politiques faits depuis des décennies et la manière dont le crime s'est adapté, profitant de chaque faille pour se renforcer. Ce miroir renvoie aussi l'image d'une société fracturée. D'un côté, la clameur pour la justice et l'ordre, de l'autre, la crainte que la recherche de sécurité ne se transforme elle-même en un instrument de destruction. Au milieu du béton et du silence, une question finale résonne. Dans cette guerre, qui est la véritable cible, le crime ou la population que l'État avait promis de protéger ?